Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte, très heureuse de vous retrouver pour ce Contexte live consacré à la chute du gouvernement Bayrou et à la nomination hier soir à 20h d'un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Sébastien Lecornu. Jusqu'à présent, il était ministre des Armées. Il est donc appelé à composer un gouvernement dans cette séquence politique à haut risque qu'on va analyser pour vous ce matin. Notre regard, notre obsession, vous proposer comme toujours l'information la plus utile possible. On est ensemble pour 45 minutes pour tenter de déplier plusieurs questions. Que nous apprend justement la nomination de ce proche d'Emmanuel Macron à Matignon pour remplacer François Bayrou? Quels sont les défis qui l'attendent dès aujourd'hui? Quelles conséquences sur la préparation des textes budgétaires, notamment? Quel avenir pour les autres textes en souffrance et pour l'agenda parlementaire en général? Ces questions, mais bien sûr également les vôtres. Alors allez-y, n'hésitez pas, je les attends dès à présent en direct dans le chat. Autour de moi, en plateau, deux journalistes de Contexte, les plus à même de vous éclairer ce matin. Thierry Dupont, bonjour. Bonjour Lucille. Thierry, tu es responsable du pôle pouvoir de Contexte. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Sans doute de Sébastien Lecornu, des défis qui l'attendent, du choix du président d'aller vite. Et puis on va voir comment il va se débrouiller pour composer un nouveau gouvernement. Merci, on te retrouve dans quelques minutes. Thierry, Pierre Engrand Ben Abdallah, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Pierre, tu es également journaliste pour notre édition Pouvoir. De quoi vas-tu nous parler toi aujourd'hui ? Eh bien, principalement du budget 2026 qui devrait occuper les principales préoccupations des journalistes et des politiques à cette période de l'année. Mais comme vous avez pu le remarquer, il a été un peu éclipsé par l'actualité politique. Mais il va sans nul doute revenir très très vite au cœur de l'attention et faire partie pour une grande partie des négociations que Sébastien Lecornu devra mener avec les partis politiques. Pierre qui est un de nos spécialistes des textes budgétaires et particulièrement du PLF. Pour Contexte, alors Virginie Riva qui couvre l'exécutif pour Contexte devait également être avec nous en plateau ce matin. Évidemment, elle est à Matignon pour couvrir la passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu. La promesse en tout cas d'informations de toute première main pour vous dans le briefing Pouvoir de demain. Merci à tous les deux. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec notre première partie. Un Premier ministre s'en va, un nouveau arrive. C'était écrit évidemment dans les chiffres. Le sauvetage miraculeux, ça ne vous a pas échappé, ne s'est pas produit en début de semaine. Une majorité écrasante de députés a rejeté le vote de confiance sollicité par François Bayrou. Premier ministre qui a présenté sa démission. Le chef de l'État a nommé dans la soirée Sébastien Lecornu à Matignon. On vient de le dire. Deux constats avant de prendre vos questions. Alors très rapidement, Thierry, on va revenir quand même sur ce vote de lundi, sur le résultat. Donc 194 voix pour, 364 contre. Bon, clairement, est-ce qu'on peut parler de camouflé ? Comme l'a titré Libération, c'est une super trempe pour François Bayrou. 364 voix contre, on peut rappeler qu'il y avait 331 voix pour la motion de censure la dernière fois qui avait été votée pour faire chuter le gouvernement Barnier. Donc il y a encore plus d'opposition qui s'est exprimée à l'Assemblée nationale. On peut noter notamment que chez les Républicains, le soutien à François Bayrou s'est délité, puisque on a à peine la moitié du groupe qui a voté en faveur de François Bayrou. Oui, on peut rappeler les chiffres de cette sorte de ce qu'on appelle, nous, une espèce de tripartition chez les LR. 27 voix pour, 13 voix contre, 9 abstentions. C'est important de le rappeler maintenant parce que potentiellement, ça va jouer quelque chose dans les négociations à venir pour composer le futur gouvernement. Oui, parce qu'on voit qu'il y a des lignes divergentes au sein de LR et que notamment entre Bruno Retailleau, qui est le président du parti, et Laurent Wauquiez, qui est le président du groupe à l'Assemblée nationale, qui sont tous les deux un peu en rivalité pour je dirais, le leadership du parti, même si clairement aujourd'hui le patron c'est Bruno Retailleau. On voit bien que leurs deux lignes s'affrontent et que ça peut créer de la friture sur la ligne. Et deuxième constat, Thierry, toujours avec toi. Alors, on n'a pas l'habitude forcément de ça avec Emmanuel Macron, qui a plutôt l'habitude d'ordinaire quand un gouvernement chute et qu'il faut nommer un nouveau Premier ministre de prendre son temps. On se rappelle de cette espèce de maxime « je suis le maître des horloges et je dispose du temps comme je l'entends ». Mais c'est pas ce qui s'est passé hier, puisque dès 20h, donc, ce communiqué de l'Élysée tombe. On a le nom de Sébastien Lecornu
qui fuitait déjà, qu'on entendait déjà quand même beaucoup, y compris chez Contexte, dans les échanges que vous aviez avec vos sources. Pourquoi cette envie d'aller vite, peut-être, cette fois-ci ? Et puis peut-être revenir sur ce que nous apprend ce communiqué de l'Élysée, parce qu'il nous donne des indications quand même sur ce qui va se passer à partir de maintenant. Alors je vais commencer par un petit cocorico, puisque les lecteurs du briefing de Pouvoir, de Contexte Pouvoir, ont pu le lire dès le 3 septembre. Nous avions annoncé qu'il y aurait peut-être un nouveau Premier ministre nommé dès le 9 septembre. Ça a été le cas. C'est vrai que ce n'est pas conforme aux habitudes d'Emmanuel Macron. Je pense que cette période d'instabilité, elle est dommageable pour l'image de la France, pour l'image de la France à l'international, pour l'image de la France auprès de ses créanciers, et notamment, on sait qu'il y a des avis des agences de notation qui doivent tomber rapidement, donc cette période sans gouvernement, ça pouvait être dommageable. Maintenant, la tâche qui a été confiée à Sébastien Lecornu, elle n'est pas simple, parce que, grosso modo, il lui dit, il faut trouver un moyen de faire voter le budget pour 2026, et on sait que François Bayrou est quand même tombé là-dessus. Par anticipation, mais c'est quand même là-dessus que ça a chopé. Et puis, il y a tout un tas de textes qu'il va falloir faire passer, et il faut trouver les moyens de discuter, en tout cas de s'assurer qu'il n'y ait pas de censure immédiate. Et ça va passer par des discussions, notamment avec les socialistes, et sans doute aussi avec le groupe Lyot. Voilà. Donc la première étape, c'est finalement pas de composer un gouvernement, c'est de, je cite, consulter les forces politiques représentées au Parlement, effectivement, pour trouver un accord, notamment sur le budget. Donc d'abord, on négocie, et ensuite, en fonction de ça, peut-être qu'on composera une équipe gouvernementale qui aurait été un petit peu adaptée, quoi. Oui, c'est ce qu'avaient réclamé les Républicains ces derniers jours. D'abord, la nomination, c'est ce qu'avait dit Bruno Retailleau. D'abord, la nomination d'un Premier ministre qui discute avec les partenaires, d'éventuels partenaires. Les Républicains l'ont rappelé hier dans un communiqué à l'issue de leur bureau politique. Ils veulent un accord clair sur quelques points. Alors, la sécurité, moins d'immigration, un effort plus partagé dans la lutte dans la résorption du déficit. Tout ça va falloir en discuter maintenant, et ça va être le travail de Sébastien Lecornu pendant quelques jours, quelques semaines qui sont devant nous. Alors, il y a quand même une touche d'optimisme à la fin de ce communiqué, puisque le président de la République reste convaincu qu'une entente entre les forces politiques est possible, dans le respect des convictions de chacun, je le cite. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut croire ? Est-ce que ça reste à démontrer aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux ? Parce que le problème, c'est que s'il n'y a pas d'entente, il sait bien que si Sébastien Lecornu chute, s'il est victime d'une motion de censure, qui est le prochain en première ligne ? C'est bien évidemment le président de la République. Et potentiellement une dissolution, on n'en est pas là aujourd'hui. Soit une dissolution, soit être dans une situation bloquée qui mettra la pression sur lui, sans aller jusqu'à la destitution que réclament les Insoumis, mais voilà. Alors Pierre, toi tu as travaillé tard hier soir, notamment avec une partie de la rédaction de Contexte, pour essayer de cartographier, c'est un exercice qu'on fait souvent nous chez Contexte, de cartographier les entourages des personnalités publiques, et particulièrement du Premier ministre. En l'occurrence là, l'entourage de Sébastien Lecornu, donc un contenu que vous pouvez retrouver dès ce matin chez Contexte Pouvoir notamment. Alors, vous avez identifié une quinzaine de personnalités. Qu'est-ce que cette cartographie dit de Sébastien Lecornu ? Quels sont un peu les profils qu'on retrouve ? On s'est aperçu que dans son ascension politique très rapide, il avait réussi à constituer un cercle de fidèles loyaux et très précieux. Premièrement, ses équipes en cabinet, dans ses différentes expériences ministérielles, que ce soit aux collectivités, aux Outre-mer ou au ministère des Armées. On pense notamment au premier de ses proches, Philippe Gustin, qui a été son directeur de cabinet dans deux ministères, et qui nous a confirmé il y a quelques minutes qu'il serait son directeur de cabinet à Matignon. On pense aussi à ses anciens conseillers presse qui sont partis dans le privé, Germain Gracobert et Gilliatt Zébran. Il s'appuie aussi sur des relais locaux dans son département de l'Eure, où il essaye de garder beaucoup de liens, notamment celui qui lui a succédé à la présidence du conseil départemental, Alexandre Assert. En 2022, si je ne
Je ne me souviens. J'ai la date qui m'échappe, je voudrais pas vous induire en erreur. Mais effectivement, un ancrage vendeur. Ou celui qui a pris sa suite à la mairie de Vernon, François Ozillot. Et puis, il a gardé aussi des contacts à droite, évidemment, d'où il vient, en fait. Il a longtemps été à l'UMP, puis aux Républicains. Et notamment de la campagne de Bruno Le Maire pour la primaire de la droite de 2016, à laquelle il a participé. Il faisait partie de l'équipe. Et où il a noué des relations, notamment avec, on peut penser à Maxime Costil, qui faisait partie de l'équipe et qui est aujourd'hui directeur général de l'ANIA, principal agroalimentaire. Ouais, on peut rappeler que Sébastien Lecornu, il a 39 ans. Effectivement, il est né en politique dans le sillage de Bruno Le Maire, dans cette campagne pour la primaire de la droite et du centre. Il faisait partie un petit peu de cette jeune garde montante de la droite, de cette génération qui vient. Effectivement, on observe, et vous pouvez le faire en allant voir cet entourage, qu'il y a encore de beaux restes autour de ça. Donc, cet info contexte qu'on peut vous donner ce matin, la confirmation donc par l'intéressé lui-même, Philippe Gustin, qu'il sera bien le directeur de cabinet de Sébastien Lecornu à Matignon. Philippe Gustin, il est pas parti des affaires il y a très longtemps, parce que si je ne m'abuse, et nos confrères de Contexte Agro notamment le connaissent bien, il a été au cabinet d'Annie Jodvar il y a très récemment. Et vous pouvez retrouver son portrait. D'ailleurs, effectivement, son portrait fait par notamment Anna Jouillet, Floriane Finet de Contexte Agro. Alors, un premier défi, on l'a compris, qui attend Sébastien Lecornu composer ce fameux gouvernement. On comprend Thierry Dupont qu'il va falloir convaincre. Alors, c'était intéressant d'écouter quand même lundi les prises de parole dans l'hémicycle qui ont suivi la déclaration de François Bayrou avant ce vote de confiance. On sentait déjà que ça laissait entendre certaines lignes, certaines choses qu'il va falloir vérifier dans les prochains jours, à la fois du côté des socialistes et du côté des LR. Déjà, est-ce qu'on sent peut-être les Républicains prêts à rempiler ce matin ? Alors, oui, a priori, oui. Simplement, les Républicains ont posé les conditions. Ils n'arrêtent pas de répéter leurs conditions, ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une politique qui soit centrée sur plus de sécurité, moins d'immigration, un effort partagé, notamment on sait qu'ils étaient vent debout contre la mesure des 2 jours fériés, de la suppression des 2 jours fériés par exemple. Donc voilà, donc ils sont prêts à travailler à condition, voilà. Je pense qu'ils ont les Républicains, ils ont une forte pression pour ne pas être assimilés totalement aux macronistes. Ils cherchent toujours, ils sont sur une ligne de crête pour pouvoir éventuellement ne pas être mis dans le même sac par le RN qui leur met la pression sur leur droite. Donc, je pense qu'ils ont envie de rempiler si ils avaient mis leurs conditions, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas de Premier ministre socialiste. On va voir la composition du gouvernement, si elle leur donne satisfaction ou pas. Alors, on va commencer à prendre vos questions en ligne. Merci de les poser. N'hésitez pas à nous les adresser dans le chat. On va revenir d'ici 5 minutes sur les questions budgétaires très spécifiquement, puisque je vois qu'il y a des questions d'Anne notamment. On a une question de Léopold. Alors, on lit pas dans les boules de cristal, encore chez Contexte. Je pense que ça n'arrivera d'ailleurs jamais. Léopold nous demande quand même s'il faut s'attendre à un vrai chamboulement de l'équipe ministérielle ou à une stabilité avec seulement quelques ajustements ciblés. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Léopold ce matin ? On peut dire que certains ministres ont fait part de leur souhait de rester. J'entendais ce matin Gérald Darmanin dire qu'il souhaitait rester au ministère de la Justice. Je crois que Rachida Dati laisse entendre qu'elle voudrait rester à la culture. Elisabeth Borne également, en tout cas c'est ce que j'ai lu chez mes confrères. Annie Jodvar aussi. Voilà, donc il y a un certain nombre. Après, tout dépendra des négociations qui vont avoir lieu avec les partenaires, parce que si c'est pour refaire exactement le même gouvernement, pas sûr que ça change quoi que ce soit la position des socialistes sur la politique amenée. Donc voilà. Donc oui, il y a des gens qui veulent rester, et ils en expriment le souhait. On verra. On verra si ce sera suivi des faits. Alors Pierre, je me tourne de nouveau vers toi. On rappelle juste qu'on est entré depuis lundi dans une période d'affaires courantes jusqu'à ce que Sébastien Lecornu de toute façon finalise cette fameuse équipe gouvernementale, et ça prend toujours évidemment quelques jours. Concrètement, quel est le cadre qui est posé ? Qu'est-ce que ce gouvernement peut faire en affaires courantes et ne peut pas faire ?
Oui, alors tu l'as dit, ce qui est important de savoir, c'est que la période d'affaires courantes ne s'achève pas avec la nomination du Premier ministre. Elle ne s'achève que quand le gouvernement est nommé. Par gouvernement, on entend les ministres de plein exercice. Là, ça peut prendre un peu de temps, d'autant que le gouvernement ne sera nommé qu'après les négociations qui ont été missionnées par le président de la République. Donc on peut s'attendre à ce que la période d'affaires courantes s'étende sur quelques jours, voire plutôt quelques semaines. La période d'affaires courantes, on commence un peu à en avoir l'habitude. On l'a vécu longtemps sous le gouvernement démissionnaire Attal et quelques jours sous Michel Barnier. Qu'est-ce que c'est ? C'est un régime juridique qui est très particulier, très restrictif aussi, et qui a été en fait bien délimité par le secrétariat général du gouvernement dans des notes très précises qui ont été produites au moment justement de la dissolution et de la démission du gouvernement Attal. Pourquoi est-ce que c'est un régime restrictif ? Parce que par affaires courantes, en fait, on entend, il y a deux types d'affaires courantes. Il y a ce qu'on appelle les affaires ordinaires, qui sont en fait des affaires qu'on considère que sans aucune connotation politique. Ou connotation politique. Sans connotation politique et qui auraient été prises par n'importe quel gouvernement. Et les affaires urgentes, qui là sont des affaires qu'on considère d'impérieuse nécessité. Ça fait qu'en fait, ça restreint beaucoup ce qui peut être pris par décret, mais surtout c'est très restrictif sur les textes qui peuvent être déposés. En fait, le gouvernement ne peut quasiment déposer aucun texte d'ici à la nomination du gouvernement, si ce n'est pour quelques rares exceptions, mesures financières urgentes ou inconstitutionnalité à corriger, etc. Et autre particularité, il ne peut pas y avoir d'examen en séance publique avant la nomination du gouvernement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, puisqu'il ne peut pas y avoir de ministre au banc. Mais donc sans ministre au banc, pas d'examen. Voilà. C'est très clair, merci Pierre. Et je vous conseille aussi la lecture d'un autre papier que vous trouverez ce matin dans le briefing de Contexte Pouvoir, le secrétariat général du gouvernement, l'influente sentinelle de Matignon. C'est un peu, je vais prendre une image un peu banale, mais c'est un peu l'orchestre du Titanic, quoi. Celui qui joue encore quand tout sombre. Eux, ils sont toujours là et assurent une forme de continuité de l'État. Sur le gardien du temple. Voilà, le gardien du temple. Comment ça fonctionne ? Qui sont ces gens ? Quelles sont leurs marges de manœuvre dans la séquence ? Ce papier très informé de toute la rédaction de Contexte que je vous recommande évidemment. On va revenir avec toi Pierre, plus précisément sur le budget, parce qu'on a beaucoup de questions. Mais avant ça, il faut avoir en tête aussi Pierre que certains textes sont déjà sur le haut de la pile du bureau de Sébastien Lecornu. Il va falloir les prendre en main très vite. Oui, alors il faut se rappeler que le gouvernement Bayrou prévoyait une session extraordinaire à partir du 22 septembre. Pour convoquer celle-ci, il va falloir que le gouvernement soit nommé. Donc c'est pas dit qu'elle sera convoquée. Elle devait notamment servir à examiner des textes qui doivent être examinés rapidement. C'est pas urgentissime, mais il y a plusieurs textes qui vont devoir être examinés et adoptés dans les semaines ou mois à venir. Et qui ne peuvent pas, le gouvernement de Lecornu ne pourra pas passer outre. On pense notamment au report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, qui doivent être reportées avant le 2 novembre. Donc ça, il va falloir aller vite. Il y a aussi plusieurs projets de loi qui attendent un examen rapide. On pense au projet de loi sur les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 ou à celui de transposition des directives et d'adaptation au droit de l'Union européenne. Et puis, il y a des textes sur lesquels le gouvernement s'était engagé qui sont importants, notamment les révisions constitutionnelles qui sont relatives à la Corse et à la Nouvelle-Calédonie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vite être un casse-tête pour Sébastien Lecornu, parce que à cette période de l'année qui s'ouvre, les places au Parlement sont très chères. Déjà, il y a l'examen du budget qui va débuter et qui prend énormément de temps pour les parlementaires jusqu'à la fin décembre. Et puis, au printemps, il y a 3 semaines en moins, puisque le Parlement suspend ses travaux pendant 3 semaines pour cause de campagne des élections municipales. Les élections municipales, évidemment, en mars prochain, ça ne vous aura pas échappé. J'ajoute que François Bayrou laisse également 2 dossiers un peu chauds sur le dossier de sur le bureau de son successeur, la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale de l'alimentation notamment. Alors pour le premier, c'est évidemment un feuilleton qui est chroniqué
depuis plusieurs mois par nos collègues de Contexte Énergie. Je vous invite vraiment à lire leur travail parce qu'ils font en sorte de vous feuilletonner les différentes étapes de cette programmation pluriannuelle de l'énergie qu'on attend toujours. Hein. Et la stratégie nationale de l'alimentation, pour le coup, c'est quelque chose qui est suivi par Contexte Agro et c'est un peu du même ordre. Hein. N'hésitez pas à vous plonger dans leur briefing pour voir, suivre ces différentes étapes. Peut-être Thierry, avant de finir cette première partie, un mot rapide sur la manière dont les milieux économiques vivent cette séquence. Assez spontanément, on peut se dire que ce matin, on l'a rappelé brièvement, mais voilà, on attend une décision d'une agence de notation, l'agence de notation Fitch, qui doit se prononcer sur la note de la France vendredi, le 12 septembre. On peut se dire, est-ce que Sébastien Lecornu, c'est un profil qui peut être amené à rassurer un peu ces milieux économiques d'affaires ? D'abord, il y a quelqu'un à Matignon, il y a un pilote à Matignon, c'est déjà ça. Les milieux économiques sont inquiets, comme pas mal de Français. Les chefs d'entreprise sont inquiets parce qu'ils ne savent pas à quoi va ressembler finalement le budget 2026. Est-ce qu'il y aura plus de fiscalité ? Est-ce que l'impôt sur les sociétés va être augmenté ? Est-ce que certains crédits d'impôt vont être rabotés ? Tout ça fait qu'ils ont un manque de visibilité. Ils nous l'ont dit lorsqu'on les a rencontrés, par exemple aux rencontres d'Aix cet été, ou plus récemment à l'université d'été du MEDEF. Ils voudraient avoir plus de visibilité sur les investissements qu'ils peuvent réaliser. Pour certains acteurs, il y a l'absence de gouvernement, c'est aussi un déficit d'interlocuteurs. C'est des gens qu'on ne peut plus aller voir pour porter certains dossiers, y compris au niveau européen, puisqu'il y a pas mal de choses encore sur lesquelles la France pourrait agir au niveau européen, mais comme il n'y a pas de ministre, comme il n'y a plus de ministre, ça va être très compliqué. Vous avez des dossiers qui sont bloqués parce qu'il n'y a plus de cabinet. Là, il va y avoir... on l'espère bientôt un nouveau gouvernement, donc de nouveaux ministres qui vont devoir composer leur cabinet. Ce seront des cabinets qui ne seront pas forcément tout de suite opérationnels, parce que voilà. Donc oui, ça inquiète pas mal les milieux économiques. Merci beaucoup Thierry. Et pour aller plus loin sur cette première partie, 3 articles de la rédaction de Contexte pour éclairer la séquence. On en a parlé, l'entourage de Sébastien Lecornu, c'est son heure, H-E-U-R-E, parce qu'il vient de l'heure, pour apprendre à connaître ceux qui accompagnent le nouveau Premier ministre depuis plusieurs années, parfois une décennie. On vous partage les liens dans le chat. Ministre éphémère, puissant fonctionnaire sous la plume notamment de Camille Sellos avec toute la rédaction de Contexte, pour comprendre pourquoi dans ces périodes d'instabilité finalement l'administration reste un petit peu aussi une forme de gardien du temple et continue à travailler. Et le secrétariat général du gouvernement, l'influente sentinelle de Matignon, je vous en ai déjà parlé pour aller un petit peu plus loin. On passe à notre deuxième partie pour répondre à vos questions sur le budget 2026, qui est très clairement, on peut le dire, la montagne devant le futur gouvernement, une fois qu'il sera nommé. Partie consacrée donc à cette séquence politique sur les textes budgétaires, les 2 jambes budgétaires de l'État, le PLF et le PLFSS. On va parler surtout PLF avec Pierre aujourd'hui, puisque tu es le spécialiste de Contexte en la matière. Alors, je vais commencer par adresser peut-être la question de Anne, qui est très large, mais qui en fait résume un peu les enjeux qui sont les nôtres. Anne nous demande, en l'occurrence, en raison du blocage politique durable et de l'absence de majorité stable à l'Assemblée, quels impacts sur les débats du PLF 2026 ? Quid des arbitrages réglementaires qui étaient en cours et quid des délais d'examen ? Alors, avant de répondre à Anne, peut-être, est-ce qu'on peut rappeler l'équation initiale ? Est-ce qu'elle change ce matin ? Combien d'économies à la base sur la copie que les services de Bercy préparaient ? Alors, à la mi-juillet, François Bayrou avait présenté un plan d'économie de 44 milliards d'euros d'efforts de réduction du déficit, qui avait été très mal accueilli par les oppositions, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il y avait beaucoup de mesures qui étaient assez impopulaires, qui étaient vécues comme très dures, notamment à gauche. On a beaucoup parlé de la suppression des 2 jours fériés, mais il y avait aussi l'année blanche, des économies sur l'assurance maladie. Aujourd'hui, on voit mal comment Sébastien Lecornu pourrait se contenter de reprendre cette copie à l'identique. Ça paraît évident qu'il va devoir faire des concessions, et notamment dans le cadre de cette négociation qui s'ouvre avec les partis politiques représentés au Parlement.
cette copie, elle va devoir évoluer et ça va forcément avoir une influence, 1, sur le contenu du PLF et 2, en fonction du calendrier, sur le délai dans lequel il sera présenté et puis évidemment sur les débats au Parlement. Donc ça va beaucoup dépendre des prochains jours et des prochaines semaines de le contenu de ces négociations et notamment des revendications des forces politiques. On pense surtout au Parti socialiste. Alors, est-ce que pour autant tout est stoppé net ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Bercy notamment ? Est-ce que les fameuses lettres plafond qui fixent les montants de dépenses par ministère, elles ont été envoyées dans l'été, ça c'est l'usage. Est-ce qu'elles peuvent encore évoluer ou est-ce que tout est gelé ? Non, tout n'est pas gelé. Bercy a continué ces derniers jours, ces dernières semaines à avancer sur la préparation du PLF version gouvernement Bayrou. Il y a eu des réunions interministérielles d'arbitrage, les articles sont envoyés au Conseil d'État. C'est pas en pause, le PLF il est très avancé. Maintenant, il est encore possible pour Sébastien Lecornu de le modifier et il va très probablement devoir le faire, notamment sur les grands choix politiques qui étaient contenus dans ce PLF. On se rappelle, par exemple, c'est possible jusqu'à très tard, en fait. Je me rappelle d'une discussion que tu nous avais rapportée où, en fait, les services peuvent s'adapter jusqu'à finalement assez tard dans le processus. Oui, les lettres plafond ont été envoyées, mais elles ne sont pas contraignantes, elles peuvent être modifiées. L'année dernière, on se rappelle que Michel Barnier, dont le gouvernement avait été nommé le 21 septembre, il avait choisi de reprendre les lettres plafond du gouvernement Attal en les modifiant un peu par amendement, mais il avait beaucoup remanié toute la partie fiscale, notamment en ajoutant la surtaxe d'impôt sur les sociétés ou encore d'autres mesures. Et donc ça va être le moyen pour Sébastien Lecornu, justement, d'intégrer de potentiels compromis avec les oppositions qui vont devoir s'abstenir de le censurer pour faire passer ce budget. Oui, justement, les socialistes ont proposé, je crois, 27 milliards d'économies. Donc il y a un gap entre 27 et 44 milliards. 21 milliards, ouais. 21 milliards. Ouais. Il y avait une question justement de Wilfried qui nous demande de quelle marge de manœuvre bénéficiera le nouveau Premier ministre pour négocier le budget avec le Parti socialiste. Et c'est bien ça, tout le défi qu'il attend, trouver ce compromis budgétaire. Et là, il va être extrêmement politique. Oui, ça c'est sûr. Ça va aussi beaucoup dépendre de la manière dont les socialistes ont envie de négocier, de ce qu'ils demandent. Pour l'instant, on peut anticiper que la négociation va beaucoup se faire sur le volet fiscal. Les socialistes, dans leur contre-budget, proposent 27 milliards de recettes nouvelles, avec notamment la taxe Zuckman. On se rappelle que du côté de François Bayrou, du gouvernement Bayrou, l'idée était déjà de négocier avec les socialistes sur cette partie-là du PLF. On peut peut-être rappeler ce que c'est que la taxe Zuckman pour ceux qui connaissent pas. C'est un impôt sur la fortune, enfin sur le patrimoine des plus fortunés, des très riches. Ouais. Et qui rapporterait, selon les estimations de Gabriel Zuckman et des partis de gauche, entre 15 et 25 milliards, si je ne me trompe pas. Ça, pour l'instant, c'est hors de question du côté du socle commun et des macronistes, et c'était hors de question du côté du gouvernement Bayrou. Le gouvernement Bayrou, lui, avait déjà prévu d'axer le compromis sur l'équité fiscale et mettait dans la balance... on s'en souvient, 4,2 milliards d'euros de mesures dans son plan, qui pouvaient passer par, en fait, pour être précis, 3 dispositifs. La prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus, un nouvel impôt qui aurait été une contribution différentielle sur les hauts patrimoines, qui aurait été une version moins forte, moins forte, plus light de la taxe Zuckman, en excluant les biens professionnels et avec un taux réduit, et puis une taxation des biens dans les holdings. Et donc, entre ces deux-là, il y a un chemin qui va être trouvé, on l'imagine. Et puis, il y aura évidemment une négociation sur la manière dont est fait l'effort, et puis sur les moyens. Thierry l'a dit, les socialistes voulaient étaler l'effort de réduction du déficit, et donc beaucoup moins d'économies dans le budget. Donc, on imagine que là aussi, il y a peut-être une à la fin, les 44 milliards vont baisser. Et d'ailleurs, on l'a vu, les appels, même dans le socle commun, à laisser la porte ouverte, ont commencé à arriver, notamment Gabriel Attal, qui l'a évoqué dans son interview au Parisien lundi soir. Alors, il y a une question de Damien qui nous demande, je ne sais pas si on pourra répondre très précisément à l'heure à laquelle on se situe, 11h30 au lendemain de la nomination du Premier ministre, mais
Quelles sont, selon vos sources chez les socialistes, les modifications demandées sur le budget ? Alors, on a déjà posé certains points avec Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres lignes rouges sur d'autres sujets politiques qui permettraient d'arriver à un accord de non-censure qui soit durable ? Est-ce qu'on peut apporter un élément de réponse à Damien ? Peut-être sur les autres éléments, puisque Pierre a quand même... Peut-être pas sur le budget, mais par exemple, on sait que les socialistes vont avoir besoin de gagner des choses sur les retraites, notamment. Et donc, on sent bien qu'il va y avoir des discussions qui vont s'ouvrir sur la question de la pénibilité. Ça va revenir... ça avait été un des enjeux du conclave qu'avait voulu François Bayrou. Ça n'a pas débouché. On sent bien chez les LR, y compris, on envoie des messages comme quoi, effectivement, on pourrait rouvrir la discussion là-dessus. Alors, question sur les textes. Alors, plutôt pour toi, je pense, Pierre, d'Axel, qui nous demande est-ce qu'on sait ce qu'il en est pour les PJL résilience et simplification ? On rappelle qu'il y a une CMP pour le PJL simplification qui était prévue le 30 septembre. Est-ce qu'elle peut être maintenue dans le cadre des affaires courantes ? Alors, techniquement, elle peut être maintenue puisque le gouvernement n'est pas présent en commission mixte paritaire et qu'il a donné la possibilité au Parlement de convoquer la commission mixte paritaire. Ça dépendra de ce que décide le Parlement. Mais c'est possible, tout à fait. Après, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va devenir de ces deux textes dans les semaines qui arrivent. Ça va aussi dépendre, je pense, du délai dans lequel est nommé le gouvernement, puisque c'est quand même bien plus pratique pour lui et même pour les parlementaires du socle commun d'avoir le gouvernement en soutien qui oriente les débats et les corrections qui peuvent être apportées. Alors pour revenir au... Oui Thierry, tu voulais... Non, juste ça va aussi dépendre des négociations qui vont avoir lieu. Tout va être mis sur la table. Il n'y a pas de raison que des éventuels partenaires en discussion écartent certains sujets. Donc tout va être mis sur la table pour discuter. Alors on revient au budget pour essayer de répondre à l'ensemble des petites questions posées par Anne au départ, notamment sur la date limite, le calendrier devant nous pour essayer de refixer le cadre, parce qu'il est quand même... Bon, il est flexible, mais jusqu'à un certain point, ce cadre pour les textes budgétaires. Oui, totalement. Théoriquement, la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, elle impose que le texte soit déposé à l'Assemblée le premier mardi d'octobre, qui tombe cette année le 7 octobre. Mais ce délai-là, en fait, il est assez théorique. On l'a vu l'année dernière. Il peut être dépassé jusqu'à un certain point qui tombe en fait autour du 15 octobre, le 15 octobre, puisque la seule contrainte constitutionnelle qu'il faut vraiment respecter, c'est le délai de 70 jours d'examen qui doit être laissé au Parlement pour examiner le texte, à laquelle on ajoute une semaine pour laisser au Conseil constitutionnel le temps d'examiner les recours avant de promulguer le texte. Donc ça, le 15 octobre, c'est la date limite pour pouvoir faire adopter le PLF à temps. Maintenant, si jamais le PLF ne peut pas être déposé à temps le 15 octobre, c'est pas la catastrophe non plus. Il y a des cordes de rappel, des filets de sécurité qui existent pour éviter une absence totale de budget au 1er janvier. On l'avait vu l'an dernier avec la loi spéciale, qui peut être adoptée en dernier recours pour le temps de laisser le temps d'examiner et de finir les débats. Il y a aussi une autre possibilité qui n'a pas été utilisée l'année dernière, mais qui, en cas de besoin, pourrait l'être cette année, qui a été utilisée il y a beaucoup plus longtemps, en 1962. C'est celle de ce qu'on appelle un PLF partiel, qui serait, en cas d'impossibilité de déposer le PLF à temps, de ne voter que sur la partie recettes en décembre, et de passer dans ce qu'on appelle le régime des services votés à partir du 1er janvier, pour laisser le temps d'examiner la partie dépenses sur le reste de l'année. Voilà, donc il y a quand même des options, et merci beaucoup pour cet éclairage, Pierre, parce que c'est extrêmement précieux et il faut se rendre compte de la quantité de travail que ça nécessite aussi, d'être en capacité de suivre aussi finement les évolutions et d'anticiper les scénarios possibles. C'est un travail à temps plein que fait notamment Pierre pour Contexte et qu'il fait très bien. Je ferme la parenthèse. Une chose intéressante aussi à observer, Thierry, dans cette séquence, à force de vivre des soubresauts politiques, on apprend quand même 2-3 choses.
notamment que la valse des équipes ministérielles ne fait pas que des perdants et peut faire en quelque sorte des gagnants. Je le disais, c'est le cas de l'administration qui voit son rôle un peu renforcé quand même dans la séquence. On a parlé de Bercy qui continue à travailler. C'est quelque chose qu'on observe aussi depuis plusieurs mois, voire maintenant on peut presque parler en années. Ah oui, parce qu'il faut bien faire tourner la machine pendant que les politiques se disputent. On dit souvent les ministres passent, l'administration reste. Donc effectivement, de plus en plus de décisions reviennent à l'administration. On nous disait récemment que dans certains cabinets ministériels qu'on avait transmis aux administrations, aux directions administratives des consignes pour qu'ils puissent fonctionner même en cas de vacances du pouvoir, parce que on sait bien que même en gestion des affaires courantes, les équipes sont quand même moins mobilisées. Donc voilà, et puis aussi des lobbyistes nous racontaient qu'ils conseillaient à leurs clients d'aller voir directement les directeurs d'administration, que ce serait sans doute plus efficace que d'aller voir des gens qui ne seraient plus là dans 3 semaines. C'est assez pragmatique. Merci beaucoup Thierry. On a une autre question que je n'ai pas abordée de Maya sur le budget. Alors on a parlé éventuellement des choses qui peuvent être amenées à évoluer, où il y a une petite marge de négociation, y compris avec les socialistes. Maya nous demande quelles sont les mesures emblématiques issues de la version Bayrou qui pourraient être maintenues a priori, où on sait que ça, de toute façon, a priori, ça devrait rester tel quel. Ça va aussi, là encore une fois, dépendre beaucoup des négociations. Ce qui est sûr, par exemple, c'est que on le voit déjà depuis quelques jours, les 2 jours fériés, on imagine mal que ça reste tel quel dans le projet de budget, puisque toutes les oppositions et ainsi que les groupes du socle commun ont exprimé leur désaccord avec cette proposition. Maintenant, il y a effectivement des mesures qui pourraient rester. J'imagine qu'elles vont être testées auprès des partis politiques. On pense notamment à l'année blanche qui pourrait être adaptée seulement sur certains périmètres ou en réduisant son impact, en modifiant l'indexation. Ou à des économies qui sont documentées. Je pense par exemple que tout ce qui est prévu sur les niches fiscales est assez consensuel, notamment à gauche, et pourrait totalement être poursuivi dans la copie de Sébastien Lecornu. Et pour ceux que ça intéresse, pour aller plus loin, pour vous rappeler peut-être de ce qu'il y a dans cette copie Bayrou, un article signé Contexte Pouvoir, dont je pense que tu étais l'auteur, Pierre, si je ne m'abuse, PLF 2026, le plan cash, joli jeu de mots de François Bayrou. On vous partage le lien. Voilà, comme ça, vous aurez une photo un petit peu nette de ce qui était posé sur la table en juillet. On va clore là cette deuxième partie consacrée donc au débat budgétaire, en espérant que vous y voyez un tout petit peu plus clair, pour parler 5-6 minutes ensemble d'une autre chose qu'on suit quand même beaucoup chez Contexte, c'est l'influence française en dehors de nos frontières, y compris à Bruxelles. Ça ne vous aura pas échappé que à Contexte, on a une rédaction parisienne, mais on a aussi une rédaction bruxelloise, et qu'évidemment, on imagine que cette séquence, elle a des conséquences, elle va en avoir sur l'influence française et sur, pourquoi pas, le reste de l'agenda parlementaire. Alors Thierry, il faut avoir en tête donc qu'à Bruxelles, particulièrement, la rentrée est très chargée, l'agenda est très chargé aussi pour les 2 ans à venir, et la France, elle est attendue, sa voix est attendue sur plusieurs grands dossiers clés qui ne sont pas mineurs du tout. D'abord, aujourd'hui, il y a le discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen à Strasbourg, dont vous retrouverez notre analyse demain matin dans nos éditions. Oui, il y a des dossiers primordiaux qui se jouent aujourd'hui. Je vais en citer 2. Il y a d'abord le cadre pluriannuel financier, le cadre financier pluriannuel, pardon, qui est en discussion. C'est donc le budget de l'Union pour après 2027. Il y a eu la copie de la Commission a été présentée, et maintenant il y a la négociation. Il y aura la négociation au Parlement, bien sûr, mais il y a la négociation aussi au Conseil européen. Et donc la France, elle doit faire entendre sa voix. Elle n'est pas tout à fait d'accord avec certaines des orientations, pas d'accord avec toutes les orientations qui ont été présentées. Et donc il faut qu'elle puisse défendre ses positions. S'il n'y a pas de ministre, c'est un peu compliqué, notamment pour... voilà.
L'autre dossier, c'est par exemple le Mercosur. On a vu qu'il y a eu finalement la validation par Ursula von der Leyen de l'accord. Il y a eu la présentation d'un protocole additionnel. La France était très opposée. On lui a donné en partie raison, mais il reste encore à vérifier certaines choses. Est-ce que finalement est-ce qu'il y aura une forme de, est-ce que les clauses de sauvegarde ressembleront vraiment à des clauses miroirs? Ça reste à démontrer. Un texte sera notamment celui qui impliquera les quotas qui seront importés des pays du Mercosur, doit être voté avant la fin de l'année, et la France doit défendre ses positions. Pour l'instant, elle est plutôt dans l'attente de vérification. Alors, une question que je t'adresse également, Thierry, qu'on avait plutôt prévu d'aborder avec Virginie, qui est à Matignon en ce moment, mais est-ce que pour Emmanuel Macron, comment il s'en sort dans cette séquence? Est-ce qu'il est jugé affaibli? Qu'est-ce qu'on dit en dehors de nos frontières? Est-ce qu'on dit finalement l'État tient? Ou est-ce que le regard est un peu plus dur que ça? Je dirais que Emmanuel Macron reste une voix en Europe, on le voit bien sur la question de l'Ukraine, il reste quand même assez moteur. La France a un rôle quand même particulier, notamment dans tout ce qui est la défense, la politique étrangère. La France reste quand même une voix écoutée. Maintenant, il y a l'arrivée d'un nouveau chancelier en Allemagne, Merz. Ouais. Voilà, donc ça fait quand même pas mal parler. L'Italie s'en sort plutôt bien économiquement. On voit que Giorgia Meloni tire plutôt bien son épingle du jeu de la séquence. Elle nous a, je dirais pas qu'elle nous a abandonnés, mais sur l'affaire du Mercosur, elle était plutôt opposée à l'accord tel qu'il était présenté. Finalement, elle semble s'en accommoder. Donc je dirais que Emmanuel Macron reste une voix, mais la voix de la France reste quand même un peu affaiblie et qu'elle aurait besoin de se doter d'un gouvernement quand même assez rapidement pour que tous les dossiers soient portés politiquement à Bruxelles. Alors cette séquence, elle pose quand même une question, on y revient un peu toujours, c'est un peu un serpent de mer, mais une question culturelle sur la manière dont on construit la politique à la française. On a l'impression des fois que ce qui est possible chez nos voisins, d'avoir des majorités de projets, de trouver un consensus avec les forces démocratiques, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. Parce que tous nos systèmes politiques reposent sur la présidentielle et que c'est ça le vrai rendez-vous de la vie politique française. C'est ce qui détermine les 5 ans qui suivent. Là, on voit bien, on se trouve dans une situation effectivement inédite où il y a un président qui est élu, qui n'a pas de majorité, qui a voulu une dissolution, qui l'a ratée. Et donc, on voit bien qu'on tourne autour du pot, mais que le vrai dénouement, il aura lieu en 2027. Et on n'a pas cette culture du compromis. Normalement, chez nous, il y a un président ou une présidente qui est élu, et de là découle sa majorité. La 5e République est un peu cassée. La 5e République est un peu cassée. Est-ce que la proportionnelle réglerait les choses? Je ne sais pas. La proportionnelle réglerait les choses si on avait vraiment une culture du compromis, mais pour l'instant, ce n'est pas dans l'ADN de la 5e République. Merci beaucoup Thierry. On arrive déjà au bout de ce live. Je vais adresser juste 2 petites questions pour ne pas les laisser de côté, celle d'Emilano qui nous demande si Philippe Tabarot va rester ministre des Transports. Écoutez, c'est une très bonne question. Évidemment, ça fait partie des choses qu'essayent de gratter pour vous nos journalistes de Contexte Transport. Donc, on pourra vous en dire plus dans nos briefings dans les jours à venir. Il y a une grande loi sur les transports quand même qui était attendue après un moment qui s'appelait la conférence de financement des mobilités, où il y a des choses qui étaient quand même attendues et où Philippe Tabarot était en première ligne. Après, sur la personne, on sait qu'un gouvernement, ça dépend d'un équipe politique, d'une parité homme-femme, de négociations, de beaucoup de choses. C'est très difficile à dire ce matin. Et puis ça dépendra aussi du choix des LR de participer ou non au gouvernement, qui ne fait pas l'unanimité au sein du parti, puisque Bruno Retailleau a plutôt intérêt à rester, là où Laurent Wauquiez pousse plutôt pour en sortir. Voilà, donc ce sera intéressant d'observer ce qui se passe
chez les Républicains. Il est déjà 11h45, c'est donc la fin de ce live spécial consacré à la chute du gouvernement Bayrou et à la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. Merci encore pour votre fidélité. Merci Pierre, merci Thierry pour vos éclairages et votre agilité. Merci à Samuel et Yanis pour la modération, à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubosc pour notre beau décor. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Vous allez recevoir un lien avec un questionnaire de satisfaction dans 1 minute. C'est très précieux pour nous pour améliorer nos contenus. Pour aller plus loin, évidemment, je vous invite à vous promener sur contexte.com, à vous plonger dans les briefings de Contexte Pouvoir très spécifiquement et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau live. Merci encore pour votre fidélité.